Bonjour et bienvenue au 3e épisode de Sac Passé. Je crois pertinent de rappeler c'est quoi le concept de Sac Passé, d'autant plus qu'il y a des personnes qui nous écoutent pour la première fois. Donc, bienvenue à vous. Sac Passé, essentiellement, c'est une question en créole qui veut dire qu'est-ce qui se passe. Et le sens qu'on peut lui accorder, c'est comment ça va? Ou encore en anglais, ce serait What's up? Et dans le contexte du podcast, Sac Passé est un questionnement sur un ensemble de choses, notre humanité au plan individuel, au plan de nos relations, au plan de notre regard qu'on a sur nos collectivités, nos sociétés. Et donc, c'est un concept qui est à la fois flou et précis à la fin, à mon avis. Et ce que je souhaite, en fait, c'est essentiellement que, avec chaque invité, il y a une conversation qui se crée, où le questionnement soit continu, de manière explicite ou implicite, et que ce questionnement-là, en fait, inclut les personnes qui regardent ou qui écoutent. Sac Passé, pour moi, dans les derniers jours, on est le 22 janvier aujourd'hui, et donc on est à quelques jours qui suivent le début du couvre-feu. J'en avais parlé à l'épisode 2. C'est sûr et certain que ça a brassé beaucoup de choses chez moi, beaucoup de tristesse, entre autres par le décès de Raphaël André, l'homme itinérant autochtone qui est mort dans une toilette chimique et qui probablement ne serait pas décédé si le couvre-feu avait exempté les personnes itinérantes. Je ne comprends toujours pas pourquoi, en fait, les personnes itinérantes ne sont pas, en date d'aujourd'hui, exemptées de ce couvre-feu-là. Des moments de joie également, à voir des bonhommes de neige partout à Montréal, puis de vivre l'équilibre, en fait, entre la profonde tristesse et la joie ou le léger soulagement qu'on peut voir quand on circule dans la ville. Ça a été très présent pour moi. Et dans la dernière semaine, qu'est-ce qui s'est produit aussi? C'est beaucoup d'indignation par rapport à la manière dont Boshra Manaï, la nouvelle commissaire à la lutte contre le racisme et les discriminations systémiques, a été traitée beaucoup dans l'espace médiatique, autant les médias traditionnels que les réseaux sociaux. Il se trouve que Boshra est l'invité d'aujourd'hui, et je tiens à le dire d'entrée de jeu par souci de transparence. Je la connais personnellement, et c'est aussi une personne avec qui j'ai un lien professionnel. Elle est sur le conseil d'administration de l'organisation que j'ai fondée. Maintenant, ceci étant dit, quand je parle de la controverse, je positionnerai en fait d'où vient ce poste-là. Suite aux élections municipales, aux dernières élections municipales, il y a un groupe qui s'est créé qui s'appelle Montréal en Action, qui s'est mobilisé pour demander une consultation sur le racisme systémique dans la ville de Montréal, ce que la ville n'a pas accordé d'entrée de jeu, et pour forcer la tenue de cette consultation-là selon les règles existantes. Ce groupe-là a récolté plus de 15 000 signatures, c'était le seuil requis, plus de 15 000 signatures de la population, et ces signatures-là, il faut le dire, ont été récoltées pas en format numérique, en format papier, parce que à l'époque, la collecte de signatures pour ce type de pétition-là ne permettait pas en fait le format numérique. Donc, imaginez l'effort que ça a pris pour mobiliser la population, pour qu'il y ait d'abord une consultation qui a mobilisé l'ensemble de la société civile, et un rapport qui émet 38 recommandations de lutte contre le racisme, dont une est celle qui est la création d'un poste assez unique, en fait, un poste de commissaire à la lutte contre le racisme et les discriminations systémiques. Cette recommandation-là, en fait, et le rapport a été diffusé quelques jours après le décès de George Floyd. Donc, les circonstances ont fait en sorte que ces démarches-là ont pris naissance avant, mais oui, on est présentement dans la foulée du mouvement Black Lives Matter également. Et aujourd'hui, il se trouve que Boshra Manaï, d'une part, est une personne qui a beaucoup milité contre la loi 21, et ça lui a attiré des foudres de tout bord, tout côté, en fait, de plusieurs parts, mais particulièrement de la part de notre premier ministre. Et ça, c'est inquiétant. Notre gouvernement a officiellement émis un communiqué qui juge que la nomination de Boshra Manaï est une erreur, essentiellement sur la base de ses prises de position contre la loi 21. Indépendamment du bien fondé de son opinion, je crois que c'est profondément antidémocratique qu'un gouvernement s'ingère dans un choix qui est une embauche administrative d'une municipalité. Et donc, c'est un impair au plan administratif, c'est un impair au plan politique, c'est aussi un impair au plan démocratique du fait que c'est le droit le plus fondamental d'un individu de s'exprimer contre une loi. Et si on ne peut pas faire ça sans être à risque de être critiqué par notre gouvernement, on dérive vers un État totalitaire, à mon avis.
Et ça, c'est important de le nommer. Et moi, je pense que c'est grave ce que notre premier ministre a fait. Et je vais mettre en lien également une chronique de Michel David du Devoir qui parle de cette question-là. Je terminerai aussi en disant que au-delà des critiques qui viennent de l'extrême droite, de la droite, de certains politiciens et également certains membres des médias, il y a eu également de la grogne au niveau de certains militants issus des communautés noires, des gens que j'aime et que je respecte et avec qui je suis à certains égards en désaccord parce que je peux comprendre le souhait qu'une personne noire soit nommée à cette position-là. Par contre, je crois que certaines choses qui ont été dites au sujet de Bochra, entre autres le fait qu'elle était une personne white passing, donc une personne qui ne peut passer pour une personne blanche et donc qui ne serait moins assujettie au racisme, sont des éléments qui sont des faussetés. Un autre élément qui a été nommé aussi, c'est que le processus aurait pu permettre que une personne comme moi soit proposée en fait à la ville de Montréal comme candidat potentiel. Ben vous savez quoi, j'ai été approché pour déposer ma candidature et j'ai refusé parce que j'ai cru que c'était pas ma place en fait de appliquer dans ce processus-là. Donc au niveau des faits essentiels qui ont mené à la nomination de Bochra, je pense que un regard plus appréciatif du contexte dans lequel Bochra a été nommé est important. Et la deuxième chose, je pense, qui est importante, est de reconnaître également les compétences de Bochra, une personne qui a plusieurs diplômes d'études supérieures, notamment en études urbaines, en géographie et en sociologie, une personne qui a milité dans les mouvements féministes et antiracistes, une personne également qui a une perspective internationale étant issue de l'immigration, et une personne qui est fondamentalement de tête et de cœur, et j'ai hâte que vous la découvriez. Alors sans plus tarder, j'ai hâte, bon épisode. Très content que tu sois ici. Donc, bienvenue. Merci de l'invitation. Je suis vraiment content, vraiment. Si je me souviens bien, je t'ai proposé de venir au podcast la veille de l'annonce de ta nomination comme commissaire à la lutte contre le racisme et la discrimination systémique. Et parce que on se connaît un peu, parce que je trouvais que c'était pertinent de t'avoir comme invité en lien avec ta nomination. J'étais déjà en fait enthousiaste à l'idée. Puis de manière très transparente, je dirais que je le suis encore plus avec tout ce qui s'est dit au sujet de ta nomination. Donc, il y a comme quelque chose de précieux pour moi, puis j'ai goût de nommer que j'ai goût de prendre soin de cette conversation. Merci. À tous les débuts d'épisode, je parle d'une œuvre d'art. Parce que en fait, de plus en plus, je découvre en fait la valeur de l'art dans la vie. Donc et l'œuvre aujourd'hui, c'est une œuvre qui s'appelle Separateness is an Illusion. Separateness is an Illusion. La séparation est une illusion, qui est une œuvre d'un de mes amis, Pierre-Marie Alcidor Cespedes. C'est un ami que je connais depuis que j'ai l'âge de 11 ans. On a joué au basketball ensemble, mais fondamentalement, c'est comme un artiste philosophe, ce gars-là. Moi, c'est un gars que je trouve absolument fascinant. Et il m'a offert cette œuvre-là. En fait, je lui ai jamais demandé de me la donner. En fait, je voulais en acheter une, puis il l'a offert gracieusement. Et le thème, c'est un peu évident, en fait. Oui. De dire que, en fait, la séparation, c'est quelque chose qu'on s'imagine, mais qu'on est tous interconnectés. Puis il y a vraiment, selon moi, cette œuvre-là qui évoque l'idée de l'unité, en fait, entre les individus et pour tous les êtres. Donc, je suis comme très content, en fait, de présenter. C'est à propos. Je pense que oui. Alors, sans plus tarder, Bochra, tu sais, je t'ai déjà introduit, en fait, aux gens qui nous écoutent. Je suis curieux de savoir, en fait, pour toi, Sac Passé? Sac Passé, je dirais que ça va bien. Malgré la tempête, je viens de vivre, donc là on est vendredi, je viens de finaliser quasiment toute une première semaine de travail dans le nouveau mandat. Je me sens très, je
je me sens comme porteuse d'une responsabilité collective, puis je tente de tellement rester focus pour l'honorer. Donc, c'est comme ça que je me sens en ce vendredi matin. Ça va bien. Ça va bien malgré les tentatives disons, de dispersion. Je prends certaines choses comme des tentatives de me disperser et je tente de garder le cap. C'est drôle parce que ça m'a beaucoup impressionné après plusieurs en fait, on peut appeler ça une tempête, j'appelais ça une tempête, disons, médiatique, autant au niveau des médias traditionnels que les réseaux sociaux. Ouais. Bon, c'est sûr que tu as un devoir de réserve de par ta fonction, puis on va y arriver. Mais tu as quand même fait une sortie sur ta propre page Facebook, puis je vais citer en fait qu'est-ce que tu as lu parce que j'ai été fasciné par ça. Ça fait écho un peu à quelques éléments que tu as mentionnés à l'instant. T'as écrit « Je vois vos messages, votre soutien de toutes parts, organisations et individus. Je suis inondé par votre affection et votre solidarité. Je garde le focus, pas d'inquiétude. On a du pain sur la planche et c'est la seule chose à laquelle je veux me dédier à partir de lundi prochain. » Donc, on était avant, exact, ouais. On était avant, en fait, cette semaine, en étant toujours à l'écoute. Et là, t'as terminé en disant « Et comme dit le rappeur, on baissera pas les bras, on n'est pas né pour ça. Much love, #much love. » Référence à Shuriken de I.Am dans la chanson Samouraï. Samouraï. Moi, je me suis dit, notre commissaire à la lutte contre le racisme qui évoque Shuriken, c'est vraiment bad. Qu'est-ce qui t'habitait quand t'as écrit cette publication-là? Très sincèrement, à partir du moment où l'information a été leakée, parce que la nomination devait être annoncée le mercredi matin, après le comité exécutif. Et donc, elle est sortie la veille, et puis donc ça a leaké, en fait, ça a commencé à... Et donc là, j'ai commencé à être inondée sur diverses plateformes, donc autant sur LinkedIn que sur Twitter, sur Facebook, donc Messenger, Instagram. J'ai commencé à être inondée par un tas de messages. Moi, je suis née dans une famille où le politique et la politique étaient centrales et ont été des façons de déstabiliser un peu notre vie. Fait que j'ai toujours tenu à faire en sorte que ma vie ne soit pas envahie par certains éléments ou par certaines choses. Fait que, par exemple, mes réseaux sociaux sont toujours organisés de sorte à ce que des personnes qui sont trop éloignées de moi ne puissent pas m'atteindre, entre guillemets. Parce que je m'attendais à une forme de backlash, je m'attendais à certaines critiques, donc je me suis pas mal protégée. Et donc ce qui s'est passé en fait à partir de mardi, mercredi, c'est une inondation dans toutes les plateformes. Sur certaines plateformes, c'est vraiment dédié à à quasiment du harassment, c'est quasiment du harcèlement. Que je ne suis pas allée voir. C'est-à-dire, je me suis vraiment protégée en étant j'avais beaucoup de précautions. J'utilisais les réseaux sociaux et l'actualité avec beaucoup de précautions. Fait que j'ai vraiment été inondée et je vous avoue que ce qui m'a le plus touchée, j'ai beaucoup pleuré cette semaine-là, vraiment, mais parce que j'étais tellement touchée par les messages de soutien de personnes, soit que j'ai rencontrées dans les 10 dernières années qui me disaient c'est tellement formidable que ce soit toi, des employés de la ville, tu sais, des directions de la ville qui m'écrivaient pour me dire c'est une nomination qui est vraiment formidable, qui donne... Bref, donc j'avais vraiment un soutien qui me venait et que j'ai pris avec beaucoup de gratitude. Donc quand j'ai écrit ce message-là, c'est un peu une façon aussi de dire j'entends le reste. Je n'y participerai pas. C'est-à-dire quand j'ai dû sortir dans les médias pour faire certaines des entrevues, je l'ai fait avec plaisir. Et ce que j'ai dit, en disant je suis à l'écoute, je suis en conversation, je suis dans le dialogue, c'est vrai. Mais je n'avais pas envie que la conversation qui avait lieu sur moi m'atteigne et me disperse. C'est Toni Morrison qui parle beaucoup de l'effet du racisme comme une distraction, exactement. Et donc, je sais que ça fait un peu... je me prépare aux choses comme une sportive. Et j'ai certaines chansons qui sont pour moi qui ont toujours été dans tout mon parcours des leviers de j'ai pas beaucoup parlé de Kerry James, mais une des personnes qui m'a fait le plus de bien dans la rédaction de ma thèse, c'est Kerry James. D'ailleurs, je le remercie dans mes remerciements de thèse. C'est dire à quel point. Donc, quand j'écris ce message, c'est une façon aussi de dire aux gens,
je vous ai entendu, je vous ai lu, je peux pas répondre à tout le monde, mais je suis Ta thèse, gratitude juste parler de ta thèse, juste nous dire ta thèse de quoi? De doctorat. Okay. Oui, ma thèse de doctorat. Les remerciements sont très le fun. Je remercie Kerry James de m'avoir accompagnée durant toutes ces nuits d'écriture intense. Cool. Mais c'est ça. Donc, ce message, c'est un peu une façon de dire, je vous entends, je vous vois, je vois les critiques aussi. Dire qu'on me soutient, c'est aussi dire qu'il y a du dissensus ou qu'il y a de la conversation qui est conflictuelle. Donc, je l'entends, ça. Mais c'était un peu une façon de dire aux gens, je n'oublie pas que ce pourquoi je suis embauchée, c'est pour faire un travail qui est nécessaire. Et c'était un peu une façon de leur dire, je reste focus, et c'est vrai. C'est comme pour moi, c'était vraiment vrai c'était important de dire. Puis, je suis ricaine, c'est parce que cette chanson, elle dit tout. Mais moi, après avoir lu la publication, en préparation aujourd'hui, j'ai presque versé une larme. J'avais les larmes aux yeux. Parce que, Shuriken, ce qu'il dit, fait référence après à mourir, en fait, je partirai comme un samouraï. C'est quelque chose de noble, puis c'est vraiment une préparation à vivre, en fait, les pires désastres. Puis, j'ai pensé automatiquement au discours de Luther King qui parle de I've been to the mountaintop. Donc, avant de mourir, le jour de son assassinat, il a parlé du fait qu'il a vu la terre promise. Puis, quand j'ai pas pu m'empêcher de me poser la question, est-ce que c'est quelque chose que tu as réfléchi, en fait, en faisant référence à cette ligne-là? Quand j'ai beaucoup réfléchi avant de postuler. Je le dis souvent, il y a très peu de décisions que je prends à la légère. Tu sais, je pense beaucoup, je parle beaucoup avec des gens, je prends des conseils. Donc, quand j'ai décidé d'y aller, je savais quels pouvaient être les éléments de risque dans autant ma personnalité que dans ce que j'ai fait. Et donc, par exemple, le fait d'être quelqu'un qui se considère comme un intellectuel, qui produit, par exemple, quand tu écris, tu laisses des traces. Donc, j'étais tout à fait consciente que j'ai écrit de nombreux chapitres, j'ai écrit un livre au moins, j'ai écrit beaucoup de choses, j'ai écrit beaucoup d'articles et j'étais consciente que on pouvait aller, tu sais, un peu gratter dans dans des choses qui sont toujours à contextualiser en fait. Mais je me suis dit que je n'avais pas le droit, par principe, de ne pas y aller. Et par principe, pour moi, c'est plusieurs choses. C'est dire, je ne peux pas ne pas y aller parce que ça voudrait dire que je ne respecte pas tout le travail que j'ai fait depuis 10, 11, 12 ans au Québec. Ça voudrait dire aussi que une des choses pour lesquelles j'y suis allée, c'est que je me suis dit, mon fils est passionné de train. Donc, c'est un petit garçon qui est passionné par les trains. Et je me disais, quand mon fils va voter pour la première fois, est-ce qu'il va pouvoir parler d'autre chose que du racisme? Est-ce qu'il va pouvoir parler de la mobilité urbaine et s'impliquer dans, je ne sais pas où on sera dans le plan du REM, mais est-ce qu'il va pouvoir s'impliquer dans autre chose que ce que moi, j'ai eu à confronter autant dans le milieu universitaire que dans le milieu communautaire, que partout en vrai. Et de sortir la distraction. Exact. S'éloigner de la distraction, finalement. Exactement. Pouvoir se focuser comme tu le nommes. Exactement. Et ce que je me suis dit pour répondre à ta question, c'est si mon fils me dit « Mais qu'est-ce que vous avez fait dans les dernières années ?» Si je ne postule pas, je me sentirais mal de lui dire « Écoute, c'est comme ça, faut laisser, faut s'adapter. » Non, je veux regarder mon fils dans 16 ans quand il ira voter pour la première fois et lui dire « Maman a essayé de faire ce qu'elle a pu. » tu sais. Et c'est sûr que je deviens émotive parce que c'est ce que j'expliquais dans une conversation qu'on avait il y a quelques semaines avec des femmes autochtones, c'était femmes racisées, femmes autochtones. Ce que j'expliquais, c'est que sur la question du racisme, quand on doit la porter et qu'on est personne racisée, en fait, c'est autant nos actions qui sont engagées qu'une partie de nous-mêmes. Et donc, c'est toujours cette
cette sorte de quasiment de missionnariat là, je veux dire, c'est comme on va là-dedans parce qu'il s'agit de nous, il s'agit de nos familles, il s'agit de nos enfants et il s'agit de notre dignité. Donc pour moi, je pouvais pas ne pas y aller. Puis évidemment, je savais pas que j'allais être choisie là, c'est-à-dire j'ai postulé en me disant je ne peux pas postuler, j'ai postulé par principe, comme j'ai invité beaucoup de Montréalais à postuler. Et puis ça donne que c'est moi. Mais pour répondre encore à la question de Samouraï, pour moi, c'est très symbolique. C'est-à-dire que oui, je suis prête à prendre le risque de me faire backlasher sur Twitter, puis en fait, d'être réduite à des phrases qui n'ont aucun sens. Je prends ce risque-là parce que le travail se fait ailleurs. Et que it's not about me. Comme je peux pas tomber dans cette je sais que c'est un peu complexe, mais je ne peux pas tomber dans cette conversation-là. Il s'agit de remettre le focus et la lumière sur les pratiques inégalitaires, sur les pratiques racistes et sur les pratiques discriminatoires. Et de toute façon, la fonction de commissaire, c'est une fonction qui est pas dans le débat public à tous les instants. Exact. Et c'est un poste qui est quand même assez unique. Moi, pour avoir regardé, en fait, c'était quoi le poste, je t'avais parlé du fait que j'avais considéré potentiellement déposer ma candidature. Je l'ai pas fait, mais... Et je t'avais encouragé. Tu m'avais encouragé à le faire. J'avais comme, non, c'est pas ma place. Puis je pense que ça vaut la peine d'en parler brièvement, de dire, je pense pas que ma contribution dans le monde, c'est là aujourd'hui. Et ça a été mon choix de pouvoir contribuer dans le monde à faire autre chose. Par exemple, faire qu'est-ce qu'on fait présentement, j'y accorde beaucoup de valeur. Mais j'étais curieux, en fait, du poste parce que c'est une fonction, justement, qui est unique. Moi, j'ai fait des recherches sommaires, mais j'ai pas vu nulle part dans le monde, en fait, des positions similaires. Donc, c'est assez drôle parce que quand je disais dans mon entourage, là, je regarde si je peux appliquer ou pas de commissaire à la lutte contre le racisme, les gens me disaient, c'est quoi un commissaire? C'est comme, j'étais comme, je sais pas c'est quoi un commissaire. Ça commence mal. C'est quoi la fonction? Donc, c'est quoi la fonction de commissaire à la lutte contre le racisme et aux discriminations systémiques? C'est un poste qui est nouveau. Il y a des choses qui sont inconnues, des choses qui sont connues. Comment peux-tu nous expliquer ce poste-là? Mais c'est vrai que commissaire, en fait c'est une terminologie qui est un peu vague. Je pense c'est vrai que c'est pas des positions qui sont très très comprises. Un commissaire, c'est quelqu'un qui a un mandat pour faire quelque chose. Quand tu regardes la définition, c'est ça. C'est très précis et très flou. Exactement. Fait que ça veut absolument rien dire comme ça veut tout dire. Exactement. Le mandat qu'on me donne, tel qu'il a été affiché, c'est d'accompagner l'administration municipale dans sa volonté de se transformer pour devenir une institution inclusive. Mais ça veut aussi dire tout et n'importe quoi. Donc, je pense que le mandat du poste, il faut le ramener au contexte montréalais dans lequel il est complètement imbriqué, c'est-à-dire le dépôt des 38 recommandations de l'Office de consultation publique de Montréal, l'OCPM, suite à la consultation pan-montréalaise qui a eu lieu vraiment dans plein de quartiers et qui a tenté de capter ou de capturer ce que les Montréalais vivaient comme discrimination, comme racisme, au sein de l'appareil municipal. Parce que, et ça, je crois que c'est très important de le dire, je ne suis pas amenée à transformer l'imaginaire de tous les citoyens de notre société sur ce que ça veut dire le racisme. J'ai un mandat qui est très clairement positionné. Circonscrit dans l'appareil. Exactement. Donc, l'idée, c'est d'accompagner l'administration municipale, d'accompagner les directions. Et en fait, ce que l'OCPM a déjà fait, j'ai envie de dire, c'est de me prémâcher le travail. Fait que moi, dans le fond, j'arrive, il y a 38 recommandations, il y en a déjà qui ont été mises en place. Celle du commissaire était une recommandation, elle a été mise en place. La reconnaissance du caractère systémique du racisme a été reconnue. De mémoire, ce sont les 2 premières recommandations. On est à 2 sur 38 jusqu'à maintenant. On est à presque 4, je crois. Ouais, okay. En fait, on est, par exemple, ce matin, j'avais une réunion à 8h pour travailler la 4e recommandation, par exemple. Et donc, c'est ça. Donc, j'arrive avec une feuille de route. C'est pas moi qui l'a fait, la feuille de route. Elle était déjà là. Donc, dans le fond, mon mandat, c'est d'aller
pousser un peu quand les gens sont en mode réticence, c'est d'aller expliquer, c'est d'avoir de la pédagogie, c'est honnêtement, ça se résume en 3 mots: accélérateur de changement. L'intention de la ville et de l'ensemble des directions, c'est d'aller vers une administration qui ressemble au Montréalais. C'est ce que l'administration souhaite. C'est ce que les directions souhaitent. Et si je comprends bien aussi, parce qu'il y a un élément qui est important là-dedans, je crois. En fait, moi, ça a été dans mon analyse, c'est que c'est une fonction qui est assujettie au pouvoir de la ville. Donc, c'est pas une fonction indépendante comme, par exemple, un bureau de surveillance. Ce qui est important à nommer parce que toi, t'as pas la possibilité de sortir dans les médias et caller out le milieu politique ni l'administration. Ce n'est pas l'essence de ton travail. Non, c'est pas le travail. Et peux-tu commenter là-dessus? Parce que je pense que c'est important de le nommer parce que ça offre, à mon avis, une distinction entre certaines compétences recherchées qui sont des compétences importantes de vocal, d'exprimer des points de vue pour critiquer la ville, comparativement à faire un travail de l'interne et d'être assujetti à ce pouvoir-là. Donc, je sais pas comment toi tu le réfléchis. Et moi, indépendamment de mes intentions en général, c'est sûr que j'ai une préférence à pouvoir faire le calling out et avoir ce pouvoir-là. Donc, je sais pas comment toi tu l'as considéré. Une des personnes qui est très proche de moi m'avait dit à un moment donné, tu sais, on a plusieurs façons de transformer. On a plusieurs méthodes ou on a plusieurs approches pour fonctionner. La revendication en est une. Et il y a une autre façon de transformer qui est d'entrer et d'utiliser un verbe que cette personne utilise qui est d'interférer. Mais interférer au bon sens du terme, c'est-à-dire interférer, ça peut être aussi de relier, de créer des canaux de communication là où il y en a pas. Ça peut être aussi de révéler les choses qui ne fonctionnent pas. Et donc en fait, tu fais bien de le mentionner. Personnellement, en choisissant de postuler au mois de novembre, j'acceptais qu'une partie de ma vie de revendicatrice, de fille qui a pas peur d'aller au bat sur plein de choses, soit tue. Et je sais que ça pourrait être vu comme une sorte de ça pourrait être vu par les milieux, disons, plus militants ou plus droit de la personne, etc., comme une position où je suis, je semble pas revenir, mais comme je semble un peu éteindre. Ouais, ou en tout cas être on mute. Mais je crois et je suis convaincue, pour avoir aussi déjà travaillé dans les institutions. Je pense que c'est fou, je trouve ça drôle la façon avec laquelle je suis présentée, parce que je suis quand même une fille d'institution aussi, et c'est pas la première fois que je travaille dans une institution. Et donc, des fois, on est on mute, on n'est pas dans la perspective revendication, mais on est dans une perspective d'analyse, d'intervention avec par exemple des personnes qui ont besoin en fait d'être feedées, tu vois, mais que ça se passe dans le off. C'est-à-dire que tout l'enjeu du racisme, et on le sait, c'est que l'ensemble, enfin un très grand nombre des pratiques discriminatoires se passe dans l'invisible. Ça se passe derrière les bureaux de recrutement, ça se passe derrière, tu sais, on l'a vu avec par exemple la mort de Joyce Echaquan, ce que ce type de visibilisation ou de télévisation du racisme a fait, c'est que ça a mis la lumière sur des choses qui se passaient derrière des portes closes. Et donc, moi, j'ai décidé à partir du moment où j'ai postulé que je pouvais, pour un temps de ma vie, parce que je suis assez revendiquée quand même, là, j'ai pas à pleurer de ce côté-là, je peux, pour une période donnée, me concentrer sur une autre façon d'amener de la transformation. Et je suis convaincue que, j'ai les compétences pour le faire, mais surtout, je suis prête à le faire. Et je pense que j'aurais pas traversé la tempête médiatiquement de la même façon si j'étais pas aussi prête à le faire. En t'entendant, tu évoques comment le racisme se manifeste. Et j'ai trouvé ça... En fait, ça fait quelques années que je réfléchis au fait qu'on parle de racisme systémique, mais personne prend la peine de définir c'est quoi un système. Et je pense que c'est un peu ce que tu faisais de manière implicite à l'instant. Et
sans entrer dans les grandes théories, je suis curieux de savoir, c'est quoi ton point de vue mais c'est quoi un système finalement? C'est très complexe comme mot, fait que je me demande en fait, qu'est-ce que tu as à en dire? Mais merci de la question. Je pense qu'elle est, elle est primordiale parce que moi, je commence par dire, la chercheuse en moi commence par dire, bon, il y a plusieurs définitions, il y a des écoles de pensée qui préfèrent garder, par exemple, le terme discrimination systémique parce qu'ils trouvent que on a une accroche juridique qui est plus facile. Dans certains pays, par exemple, on parle de racisme d'État. On va parler aussi, par exemple, de racisme institutionnel. Au Québec, ce que la mobilisation, parce qu'il faut le mentionner, c'est la mobilisation collective de la société civile qui amène la conversation sur le racisme systémique. Tout à fait. On parlait de racisme au Québec. Il y a un livre qui a été écrit, par exemple, je pense en 2004, qui s'appelle, je pense que ça s'appelle Le racisme au Québec, qui a été, je veux dire, on parle de ça depuis très longtemps. Que ce soit écrit par des populations racisées, par des chercheurs, par exemple, autochtones, ou par des chercheurs non racisés. C'est-à-dire, c'est une conversation qui ne se fait pas seulement par les personnes concernées. Donc, je pense que comme préambule, c'est super important. Pourquoi systémique est important? D'abord, il est né de la mobilisation d'il y a quelques années pour dire, il y a un ensemble de conditions qui sont partagées entre plusieurs groupes de la société. Les autochtones vivent une certaine forme ou certaines formes du racisme, ou en tout cas, dans un des textes que j'ai écrit qui s'appelle L'antiracisme au quotidien, il y a quelques années déjà, on parlait avec ma collègue, on parlait de l'idée que d'abord il faut faire une sociogéographie du racisme. Le racisme ne s'ancre pas dans les contextes historiques et sociologiques de la même façon. Le racisme au Québec, je veux dire, oui, il y a des similarités. Dépendamment des contextes géographiques. Exact, oui, tout à fait. Ou les sociétés, je crois. Exactement. Mais que, de toute façon, il y a des formes. Donc, le racisme, c'est polymorphe. Ça s'adresse ou ça s'illustre de façon très, très différente selon que l'on soit autochtone. Très différente. Évidemment, il y a les conditions partagées. Je vais y revenir. Mais donc, il y a des racismes, on va dire, qui s'exercent auprès de certaines catégories. Là où systémique est important, c'est qu'il rassemble. Il donne la potentialité à ces groupes-là de se rassembler là où il est important, par exemple, de répondre de façon spécifique aux enjeux des autochtones. Ça, c'est tout à fait vrai. C'est pour ça que la perspective différentialiste, là, qu'on appelle, elle est utile parce qu'elle permet de voir qu'est-ce qui est spécifique et comment on le travaille de façon spécifique pour retourner vers l'universel. Mais par exemple, le racisme contre les communautés asiatiques au Québec, je veux dire, il s'est illustré de façon politique à travers certaines lois migratoires dans l'histoire, etc. Donc, le racisme anti-noir, pareil, il continue de s'illustrer à travers une criminalisation, par exemple, et un surprofilage, notamment par les services de sécurité, etc. Bref, donc pour moi, systémique est important parce que il permet aux personnes qui partagent la condition de racialiser de se retrouver. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que pour parler de racisme systémique, il faut considérer l'ensemble des entités, des institutions, en fait des parties de notre société qui participent à produire ou à reproduire le racisme. Et quand j'utilise ces deux termes-là, je les utilise beaucoup. C'est aussi des auteurs qui les utilisent là. Moi, je me base aussi toujours sur la littérature. Et donc, si on pense à l'école, comment l'école produit ou reproduit des formes d'inégalité raciale, par exemple, dans la façon avec laquelle on parle de l'histoire de certaines communautés. Est-ce que ce serait fair de dire que puis j'importe un peu de ma compréhension de ce qu'est un système, c'est essentiellement dans un contexte donné la manière dont les choses sont organisées, de manière très très simple. Oui. Parce qu'on peut aller à l'école, on peut aller dans le milieu médiatique, on peut aller dans le milieu politique. Exactement. On peut aller dire une conversation entre deux personnes sur la rue va contribuer en fait à comment un système évolue. Donc
il y a quand même ça qui est quand même très, très nuancé dans l'aspect systémique de la chose. Tu semblais vouloir... Mais en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je donnais l'exemple de l'école, mais en fait, si on se concentre sur, comme je disais, l'ensemble des entités et des institutions, moi d'abord, je suis quelqu'un qui croit mais fermement à nos institutions. C'est-à-dire que si on ne croit pas, par exemple, dans la justice ou dans l'école ou dans, je sais pas moi, la protection de la jeunesse, enfin, dans l'ensemble des institutions qui font notre société, ben pour moi, enfin, il y a pas moins c'est la démocratie. Oui, exactement. C'est-à-dire c'est vraiment notre démocratie qui est touchée si on ne croit pas aux institutions. Donc pour moi, c'est remettre et systémique est important. Pourquoi? Parce que il considère l'ensemble des espaces où se produit ou se reproduit le racisme. Ça c'est la première des choses, et donc les inégalités. Mais c'est aussi une façon de penser la solution. Si on dit que, par exemple, c'est un système et que ça inclut la façon avec laquelle notre imaginaire est impacté par les médias, la façon avec laquelle nos enfants sont éduqués, la façon avec laquelle nos enfants sont protégés par le système de protection de la jeunesse, la façon avec laquelle la justice s'opère au quotidien dans nos tribunaux, tu sais, comme si on considère l'ensemble de ces éléments-là, ça veut dire que c'est aussi dans ces espaces-là que les solutions se trouvent. Donc, moi, ce que j'aime dans systémique, c'est ça, c'est trois choses. C'est que ça nomme les institutions qui permettent de retrouver notre, j'ai envie de dire, notre horizon démocratique. 2, ça donne les espaces à partir desquels on est capable de transformer les choses. Et 3, ça permet de rassembler. Ça permet de rassembler les communautés, les groupes qui vivent en fait historiquement un continuum de l'exclusion de façon différente. Mais qui vivent quand même dans une forme d'exclusion que, par exemple, certains d'entre nous, comme les populations autochtones, comme les femmes autochtones, expérimentent d'une façon beaucoup plus violente. Et là, quand tu parles, tu nommes en fait ce qui la problématique, mais tu nommes aussi l'aspect, la solution qui sont présentes au même endroit. Oui. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que le poste de commissaire à la lutte contre le racisme et les discriminations systémiques nomme uniquement ce contre quoi on lutte. Si tu avais le choix aujourd'hui de changer le titre et d'inclure la solution, le titre, la fonction s'appellerait comment? Ah, c'est intéressant. Je pense que tu as raison, c'est important de nommer l'intention de pourquoi on travaille. Mais je sais pas si j'ai raison, si j'ai tort. Je vais juste observer le fait que c'est... Je me permets de dire que tu as raison. Bon. Non, mais c'est-à-dire que j'aime l'idée de dire, quand on lutte contre quelque chose, c'est pour amener autre chose. C'est un peu une phrase qui veut rien dire, là, mais personnellement, je pense que dans un premier temps, c'est important de nommer racisme et discrimination systémique. Le contre, tout à fait. Ouais, c'est important parce que sinon on ne, comment dire, on ne fait pas le bon diagnostic. Tout à fait. C'est de nommer qu'est-ce qui est présent en ce moment. Donc ça, exactement. On le fait. Moi, je pense qu'on le fait présentement pour exactement. aller vers quoi? Pour moi, c'est pour aller vers par exemple, une métropole égalitaire, une métropole juste, une métropole inclusive. Inclusive, on l'utilise parce que c'est rentré maintenant dans la culture et dans le vocable. Moi, c'est un terme qui peut un peu me poser problème parce que qui inclut? Il y a toujours comme, tu sais, quand t'es ici depuis 4 générations, là, est-ce que t'es vraiment à inclure? Je pense pas, tu sais. Mais je crois que l'objectif de lutter contre le racisme et contre les diverses formes de racisme et contre les discriminations systémiques à l'intérieur de l'administration municipale, c'est une façon de dire on veut que notre institution soit exemplaire. Et c'est ce que l'OCPM demande. L'OCPM demande de façon urgente à la Ville de Montréal de se saisir de ces questions-là parce qu'on a un devoir d'exemplarité. Je reviens tout le temps avec ça. 2036, Montréal, c'est 50 à 56% des citoyens qui sont soit nés à l'étranger, soit de parents nés à l'étranger. Qu'est-ce qu'on fait comment on fait pour que dans 15 ans, on soit pas encore en train de dire, on vit encore telle affaire, moi, c'est pour ça que je suis là. C'est pour me dire, qu'est-ce qu'on fait en une année pour planter certaines graines pour dans 3 ans? Et ouais, c'est ça. Mon père était agronome. Fait qu'apparemment, mettons parce que là, on parle de 2036. Ouais. On peut parler dans 3 ans. Dans tes 100 premiers jours, il y a les fameux 100 jours d'entrée en fonction. Qu'est-ce que tu vas faire dans en fait, les 100 jours moins 5 jours environ là d'aujourd'hui, mais à quoi est-ce que tu t'attelles pour ces premiers 100 jours-là?
J'adore la question parce que moi aussi, c'est comme ça que je me disais, Bochra, 3 mois, 1 an. Après, il y a un horizon, tu sais, qui me dépasse, tu sais, ça se trouve, je serai plus là, tu sais. Mais dans mon premier 3 mois, et j'ai déjà entamé, c'est très clair, dans le fond, je rassemble les recommandations de l'OCPM. Je vois celles qui me sont ou qui me semblent être prioritaires. C'est-à-dire, je l'ai annoncé dès le départ et dans ma première entrevue, je leur ai dit, pour moi, l'urgence transversale, c'est-à-dire l'urgence qui permettrait de transformer et d'avoir un impact social le plus large, le plus grand et le plus rapide, c'est la question du recrutement et la question des ressources humaines. Parce que ça a de l'impact, on le voit. On le voit déjà dans... tu sais, je suis toujours fascinée par la façon avec laquelle le milieu des affaires, lui, a su se saisir très, très vite. Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, après la mort de George Floyd, toutes les banques s'étaient mis à créer des départements EDI. Je veux dire, le milieu des affaires, lui, a saisi cette urgence qui a été émotivement illustrée par la rue. En fait, la rue est sortie pour dire non mais encore, tu sais, c'est pas possible. Et donc je trouve que c'est un peu cette j'ai envie de dire cette mise en action qui est importante aussi dans les institutions, et je pense que c'est ça qu'a fini par faire la ville de Montréal. Et donc c'est ça. Donc dans mon premier 100 jours, ça va être, oui, il y a les 38, mais il y a celles que moi je veux pousser vraiment plus, tu sais, de façon plus importante, plus urgente. Et donc il faut écouter le monde. Là, j'ai passé une semaine déjà à planifier des rencontres, par exemple, avec toute la partie des ressources humaines, pour mieux moi-même comprendre aussi, parce que je suis pas issue de l'administration municipale. Donc, il faut que je comprenne certaines choses pour ensuite mettre la lumière sur les angles morts. Pas sur les personnes, sur les angles morts, sur les pratiques, sur ce qui ne convient pas, sur ce qui est vécu par les populations racialisées, notamment de la ville de Montréal, comme des injustices. Je ne deviens pas le bureau des plaintes. Je pense que ça, c'est très important aussi. Ce bureau, avec l'équipe, donc le 3 mois va me permettre aussi de composer l'équipe. Et je l'ai dit à plusieurs reprises, moi, je souhaite mettre une équipe qui soit la plus en arrimage avec ce qui se fait déjà. Parce qu'en réalité, il y a déjà beaucoup de choses qui se font. Mais ça se fait par des divisions très différentes. Et donc, moi, je me vois comme quelqu'un qui va écouter le monde, qui va ramasser les choses, qui va dire, OK, il y a tout ça qui se fait. Comment on accélère tout ça? Et avec une équipe, et avec un 3 mois qui me permet de planifier dans le fond, la mise en exécution ou l'implémentation. Je sais que c'est pas un très beau mot là, c'est surtout un mot. C'est ça, exact. C'est comment on ancre tout ça. Et l'un de mes enjeux du poste, c'est qu'on est dans une année électorale. Et que donc, il y a des moments où l'actualité va vouloir probablement me happer, mais où moi, je vais devoir garder le focus pour dire 80% de mon travail, c'est de l'interne. Il y a peut-être un 20% avec l'extérieur, mais 80%, c'est de l'interne. Tout à fait. On a parlé beaucoup de la fonction, et on va certainement y revenir. On a parlé beaucoup de certaines théories, la manière dont tu les interprètes, et je demeure quand même curieux de savoir comment toi, tu as fait ton entrée dans l'engagement, que ce soit dans l'engagement social, l'engagement militant, la lutte contre le racisme, de cœur. D'où ça vient tout ça? J'ai une amie qui s'appelle Marie-Pierre Bérubé qui écrit un ouvrage qui va sortir au printemps, qui s'appelle Mon plan A. Et elle m'a dit, Bochra, je voudrais que ce soit toi qui écrives le chapitre sur... Donc, c'est un ensemble de personnes qui écrivent et chacune explique son plan de vie. C'est par exemple des personnes qui ont décidé d'aller s'installer en campagne, etc. Donc, vraiment une perspective très, très large sur des choix que nous faisons dans la vie. Et elle m'a dit, je voudrais que tu écrives le chapitre sur l'engagement. J'ai dit, OK. Et c'est fascinant parce que j'écris beaucoup. J'écris vraiment, vraiment beaucoup. L'écriture, pour moi, c'est en fait, c'est vraiment d'abord, c'est un exutoire. C'est aussi... j'ai l'impression que c'est comme un exercice de mise en liberté. Tu sais, comme on devient libre en écrivant.
Puis ça, je l'ai appris de ma famille. C'est-à-dire que mon père a été quelqu'un qui a été impliqué politiquement. Et en fait, c'est son implication politique qui nous a complètement fait dévier, j'ai envie de dire, mais qui nous a comme obligés à devenir des demandeurs d'asile puis des réfugiés en France. Parce que tu es originaire de Tunisie. Ouais, né en Tunisie, d'un papa tunisien, d'une maman algérienne. Et dans le fond, l'implication politique dans laquelle il était et dans le contexte politique de la Tunisie de cette époque-là, on a dû fuir, etc. Fait que moi, j'arrive à l'âge de 10 ans. Et donc, dans ce texte, pourquoi je parle du texte, c'était une des premières fois que je devais parler de moi et de mon intimité, en fait. Et je crois que ça a été un des textes les plus durs à écrire parce que j'ai commencé à être très factuelle. Et puis là, je me dis, ouais, mais c'est pas ça la question. Il faut que tu nommes, tu sais, les choses. Et donc, pour répondre à ta question, en vrai, je suis née dans une famille où, d'abord, il y a un très grand intérêt à influencer son environnement. C'est-à-dire, moi, ce que j'ai vécu autant de ma maman que de mon papa, c'est tes valeurs, qu'elles soient religieuses et humaines. Et pour moi, elles doivent être intrinsèques. Je dirais, elles doivent être reliées, là, tu sais. Si tes valeurs religieuses sont contre le bien de l'humanité, il y a un problème quelque part. Donc, ce que j'ai appris, c'est comment tu dois influencer et avoir un rapport à ton environnement. Et ça, je pense que ça explique aussi pourquoi je suis allée vers la géographie. Tu sais, être géographe, c'est avoir constamment une sensibilité à son environnement, tu sais, qu'il soit physique, tu sais, urbain, etc. Et donc, à la base, je suis pas nécessairement née pour vivre une mise en altérisation. Et c'est en arrivant en France, en fait, et c'est ce que je raconte dans le texte. Je t'arrête là. Vas-y. Parce que moi, je pense que je te suis quand tu dis une mise en altérisation. T'as raison. Mais je pense que c'est... Je vais l'expliquer. De manière brève. Mais si je comprends bien, c'est dire, tu t'es senti que tu étais autre. Je suis devenue autre. T'es devenue autre. Fait que... Exact. Je suis devenue l'autre à mon premier jour d'école en arrivant en France. Où je suis, tu sais, nous, on venait de traverser une frontière, je veux dire, tu sais, on venait de vivre un trauma, tu sais, comme comme beaucoup de migrants ou de demandeurs d'asile ou de réfugiés vivent. Puis, premier jour d'école, je suis sur l'estrade, la maîtresse donc d'école demande à ce que je me présente, tu sais, je suis là, je suis dans un nouveau pays, ça parle français, je parlais français, mais quand même, c'était pas ma langue, tu sais. Et là, une des jeunes filles dit non, je veux pas lui dire bonjour parce que c'est des Arabes, c'est des sales Arabes. Bref. Donc moi, je suis là du haut de l'estrade. Je ne sais pas c'est quoi un Arabe. C'est-à-dire, je ne comprends pas ce qui se passe. Du coup, c'est quoi un Arabe à ce moment-là? Exactement. Et donc, il se passe deux choses à ce moment-là. La maîtresse d'école capte la chose et quelque part me sauve en quelque part. Donc elle fait sa job de prof, c'est-à-dire que le prof c'est quelqu'un qui doit mettre en égalité tout le monde. Et c'est ensuite ma maman, donc qui avait vécu beaucoup de racisme dans la France dans laquelle elle a grandi, qui me dit tu te laisses faire. Et donc je vis ma première date, comme je dis, avec le racisme, tu sais, une date un peu imposée, pas très cool la date, tu sais. Et donc c'est comme ça. Non. Aucun consentement, non. Et donc c'est comme ça que je deviens l'autre. Et en fait, je pense que je commence à m'impliquer très très tôt dans tout mouvement social là. Tu sais, moi j'étais toujours la déléguée de classe qui faisait les grèves étudiantes. Enfin, j'étais toujours ce profil-là. Mais les enjeux de racisme, les enjeux d'exclusion sociale et raciale, c'est aussi par les études que je suis allée les comprendre. En vrai, si j'ai fait autant d'études, c'était aussi pour, je pense, beaucoup mieux me saisir moi dans mon propre parcours migratoire et comprendre en fait mes parents, comprendre toutes ces communautés, quelles qu'elles soient, que tu sois vietnamien, haïtien. D'ailleurs, une de mes maîtrises avait porté sur une comparaison entre Paris et Montréal ce qu'on appelle les associations communautaires haïtiennes. T'sais. Fait que pour moi, c'est quelque chose de très universel en fait, ce que vivent les humains quand ils deviennent des autres. Donc c'est à cette quête-là que je suis allée. En arrivant à Montréal, c'est sûr que je me suis impliquée dans plein d'organisations, droits de la personne, beaucoup dans le milieu féministe aussi. Et c'est à Montréal, en fait, c'est drôle parce que c'est vraiment à Montréal que j'ai assumé certaines parties de mes identités ou de mon identité.
C'était pas en France que j'assumais d'être arabe, là, jamais. Comme tu peux pas. C'était comme il y a comme un plafond de verre dans le plafond de verre là où on étouffe ta capacité à te dire autrement. Les choses changent. Mais pour moi, Montréal, c'est une ville que j'ai choisie. Et j'ai choisi Montréal et le Québec parce que j'ai senti que je pouvais être les multiples formes de moi-même. Tu sais, je sentais que, par exemple, comme femme, je suis dans une ville qui est sécuritaire. Tu sais, pour moi, c'est des choses qui sont super importantes. Puis, j'imagine avec sans ignorer les enjeux. Donc, quand j'entends ça, il y a quand même une certaine relativité de dire qu'il y en a des problèmes, mais absolument. Quand tu compares, par exemple, à ce que tu as vécu ailleurs dans le monde, parce exactement. que moi, j'ai pas cette expérience-là. J'ai grandi au Québec, je suis d'origine haïtienne, mais j'ai pas de comparable de vie. Exactement. Donc, ce que je comprends, c'est que t'as une vision, en fait, internationale, en fait, des enjeux que Montréal vit par rapport à la France, par rapport à la Tunisie, peut-être d'autres pays aussi. Exactement. Les géographes diraient multiscalaire, multiple échelle. C'est vrai, les scales, c'est ça. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire, je suis capable, et j'ai grandi dans plusieurs villes de banlieue parce que on a beaucoup bougé quand on était très mobile en France. Et donc, par exemple, la question des territoires urbains qu'on peut dire marginalisés ou qui vivent certaines formes de stigmatisation, notamment de l'État. Je veux dire, j'y ai vécu. Moi, je dis souvent, ma France, c'est la France de Zied et Bouna. Comme, ces deux jeunes qui sont morts en 2005 et en fait leur mort en fait parce qu'ils fuyaient la police. Je sais pas si vous connaissez cette histoire, mais dans le fond, c'est deux jeunes, un jeune noir, un jeune arabe. Dis-vous, est-ce que tu me vois ou tu parles de tout le monde qui nous écoute? Je parle des auditeurs. Ok, c'est bon. Je me pose la question, excuse-moi, je t'écoute. Mais dans le fond, c'est l'histoire de ce jeune noir et de ce jeune arabe qui avaient rien à se reprocher, qui ont vu une voiture de police et qui ont commencé à courir. Tu sais, c'est le réflexe que beaucoup vivent. Et qui sont allés se cacher dans un genre de bâtiment, mais qui était un truc de panneau électrique, whatever. En tout cas, je sais pas comment ça s'appelle, là. Et qui sont morts électrocutés. Et donc, ils sont morts électrocutés alors qu'ils avaient rien fait. Et ils sont morts électrocutés parce que, en fait, leur réflexe quand ils voient une voiture de police, c'est pas de se dire la police est là pour me protéger, mais c'est de se dire la police est là pour me police, genre me profiler, me contrôler, etc. Je suis l'objet de, et ça c'est ma France, c'est-à-dire que ça c'est 2005, ça c'est les émeutes qui s'en suivent, ça c'est toute la nouvelle conversation dans laquelle en fait je participe un peu pour les dernières années parce que j'arrive au Québec en 2009, mais c'est de ce contexte géographique que je viens aussi, et c'est pour ça par exemple que en arrivant je travaille sur Saint-Michel. Après, je travaille sur Montréal-Nord. Pour moi, et je suis pas en train de dire que le Québec, c'est la France. Je fais pas ce type d'amalgame ou de réduction. C'est pas ça que je dis. Mais par contre, je sens dans certains territoires de la métropole qu'il y a qu'il a pu y avoir une sorte quasiment d'abandon là de certaines populations ou de certains espaces, de certains îlots. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de dire comment, avec une vision de géographe, une vision antiraciste, on peut comme resserrer là où le relief était vraiment pas cool pour certains et continue d'être absolument pas cool pour certains. Et quand on parle de certains, il y a le mouvement Black Lives Matter qui a pris une ampleur considérable à travers le monde. Mm-hmm. Même si la consultation publique qui a mené en fait au rapport de l'OCPN dont tu parlais tantôt a eu lieu avant le décès de George Floyd, on peut pas nier le fait que l'annonce le dépôt du rapport a eu lieu dans les semaines qui ont suivi, même quelques jours qui ont suivi le décès de George Floyd, si je me trompe pas. La nomination quelques mois plus tard. C'est sûr que pour le commun des mortels, il y a quand même un lien, et même pas juste le commun des mortels, on peut pas oublier le fait qu'on est dans ce mouvement-là où le racisme anti-noir comme enjeu est central quand même dans le contexte d'actualité. Qu'est-ce que tu réponds de manière concrète aux gens qui souhaitent que le racisme anti-noir soit pleinement honoré dans la fonction que tu occupes et dans le bureau qui va jouer cette fonction-là?
Merci de la question. Je pense que pour moi, elle est tout aussi centrale. Je ne suis pas responsable de la façon avec laquelle on pense encore trop malheureusement les choses avec une hiérarchisation. Et donc, la façon avec laquelle, comme une personne commissaire a été nommée sur cette question-là. Ce dont je peux être responsable, c'est d'avoir une lecture antiraciste qui soit non seulement la plus sensible, mais la plus porteuse de toutes ces réalités, dont certaines je suis proche et je connais, mais dont d'autres je ne suis ni proche, ni je connais assez bien par mon expérience. Je peux avoir une connaissance sur certaines choses, mais je n'ai pas l'expérience, par exemple, d'un jeune homme qui a grandi, d'un jeune homme noir, par exemple, qui a grandi à Montréal-Nord. Donc, ma façon de voir la fonction, c'est de dire que, et c'est ce que je fais toujours, de savoir m'entourer avec les personnes qui vont remplir autant les angles morts en termes de compétences que les angles morts en termes d'expérience. Donc le bureau, le fait que ce soit un bureau complet prend une importance particulière. Ça prend, c'est majeur. Pour moi, c'est majeur parce que j'aurais trouvé ça très difficile d'avoir à porter moi-même, je sais pas, ou avoir à parler, par exemple, pour, je sais pas moi, les communautés asiatiques qui ont vécu une augmentation des actes haineux de façon absolument disproportionnée depuis la COVID. Je n'ai pas l'expérience de ce racisme-là. Par contre, j'ai la conviction que je suis fermement attachée à, si c'est pas moi qui suis capable de le faire, à toujours ramener la personne ou les personnes qui sont capables de l'illustrer. Et c'est pour ça que pour moi, ça va être important. La composition de l'équipe est importante. Et je sais que même c'est attendu. C'est-à-dire, les gens comme vont me watcher dans la composition de l'équipe. On peut pas dans le futur. Il est déjà ça. Donc pour moi, ça va être, ça c'est une des façons de répondre. Mais je dirais qu'il y a une autre façon de répondre. Ce bureau-là, c'est pas le bureau de Bochra. Comme, oui, c'est sûr, c'est moi qui prends les risques, c'est moi qui prends le travail au quotidien, on s'entend. Mais pour moi, c'est un bureau qui doit être, quasiment, pas hameçonné, là, mais comme, auquel on doit taper pour dire, hey, attention, là, t'as un angle mort. C'est super important, c'est primordial. Et je crois que... C'est un lien avec la participation citoyenne, en fait. Finalement, absolument. Notre démocratie exige qu'on s'approprie nos institutions. Absolument. Et je dirais même plus que pour moi, une des façons de travailler les recommandations, ça va être aussi de dire, OK, sur telle recommandation, il y a qui dans la société civile qui travaille déjà telle affaire et qui pourrait, par exemple, donner soit des conseils, etc. Donc, c'est sûr qu'il va falloir aussi que je pense comment on organise tout ça. Mais la proximité avec les personnes qui sont soit dans des organisations. Puis ça c'est vraiment important pour moi de le dire. L'antiracisme, c'est pas juste esthétique. C'est pas juste dire certains mots. C'est avoir des pratiques en elles-mêmes qui sont inclusives, qui sont réellement, qui requestionnent en fait le statu quo ou ce qui semble faire l'affaire de tout le monde. Et donc pour moi, il y a une éthique qui va avec l'antiracisme, tu comprends? Mais je me demande par rapport à ce que tu dis là. Ma croyance, c'est que le système néolibéral qui prédomine, où entre autres argent est le point focal, donc si on peut se l'illustrer là, sans entrer dans de grandes théories, génère le racisme. Oui. Et ça, le milieu politique, l'administration publique, y échappe pas, en fait. Oui. J'ai compris que tu crois aux institutions, et j'y crois aussi. Mais aussi, je crois que les institutions produisent l'enjeu et participent au système. Oui. Donc, quand tu parles de la question de l'éthique d'antiracisme, moi, je peux pas m'empêcher de penser que l'administration municipale elle-même, en fait, elle contribue beaucoup au racisme. D'ailleurs, il n'y aurait pas eu de rapport avec 38 recommandations si c'était pas le cas. Oui, exact. Ça va être quoi ta limite en termes d'éthique antiraciste où tu vas te dire, je participe plus à ce système-là?
et je vais continuer à faire autre chose. Donc, ton no-go, il est où? J'ai une ligne de sensibilité qui est vraiment très développée. C'est-à-dire que je me dis, si je suis sensible à telle chose, par exemple dans l'actualité, c'est pas juste parce que je vis des émotions là. C'est parce que c'est relié à c'est ce duo là que j'appelle tout le temps justice sociale et justice spatiale. C'est-à-dire que si je vis des émotions qui sont de l'ordre de l'injustice, comment je les traduis ensuite en action. C'est comme ça que je négocie avec moi-même depuis que j'ai décidé d'y aller. Je n'ai pas beaucoup d'expérience d'un moi-même qui s'est fourvoyé, pour être très honnête. Par contre, pour moi, ce qui va être primordial, tu sais, je suis prête à prendre, bon, j'allais dire, je suis prête à prendre des coups, bon, visiblement oui, mais c'est-à-dire, je suis prête à m'éteindre sur certaines requêtes si ça permet, par exemple, de faire passer des recommandations de façon plus, tu sais, même, j'ai envie de dire même des fois à moitié, là. Je pense que c'est primordial de ne pas lâcher. Je pense que on peut pas juste dire tu sais, ma conviction est un peu tu sais, un peu triturée. Tu sais, est-ce que c'est moi dont il s'agit ou est-ce que c'est un ensemble de personnes? Fait que par exemple, ce que je vais probablement faire et ce que j'ai déjà fait, c'est il va y avoir un problème ou quelque chose qui va se poser à moi. Je vais vouloir aller chercher le conseil ou l'expertise autant de personnes qui sont dans le milieu de pratique, tu sais, dans le milieu de, par exemple, tu sais, des gens qui travaillent, je sais pas moi, tu sais, clinique juridique, etc., que des chercheurs, tu sais, d'aller me baquer en me disant, oui, tu vis peut-être quelque chose, mais peut-être que comme il faut dépasser ce que tu vis. Mais si je comprends bien, il est possible qu'à des moments, puis moi je suis un peu comme ça, hein, ouais. Quand je sens intérieurement qu'il y a quelque chose qui va pas, je me sens en dehors de mon intégrité, j'ai l'expression anglaise out of integrity. Puis à ces moments-là, ça m'informe sur un changement que je dois apporter dans ma vie ou que je vais demander un changement. Exact. Et t'as parlé, si j'ai bien compris, t'as parlé de qu'est-ce que les gens vont exprimer, mais l'action qui va être cohérente. Ouais. Et il est donc possible que ça n'arrive pas, en fait, de par les choix que les élus vont faire ou de par les choix que tes supérieurs hiérarchiques vont faire. Ouais. Et là, ça peut être un risque de dire, est-ce que je continue à participer à cet élément-là? Parce que tu as beau faire beaucoup t'as beau avoir la bonne volonté et faire tous les efforts du monde, il est possible qu'à un moment donné, ça fonctionne pas. Exactement. Puis, c'est pas, ce risque existe, mais tu sais, il y a une discipline en géographie qui s'appelle la gestion du risque. C'est-à-dire que oui, ce risque existe, mais je suis prête à faire le chemin qui peut m'amener jusqu'à ce risque-là. Et donc, le fait que ce risque existe ne doit pas nous empêcher de quand même tenter. D'essayer. Et donc, pour moi, c'est là que la question de l'éthique est importante. C'est-à-dire que j'y vais pas en solo, là, vers ce risque. Parce que si j'y vais solo vers ce risque, c'est la meilleure façon d'échouer. Mais si j'y vais avec ma théorie des hirondelles... OK, vas-y. Explique-nous ça. OK, la théorie des hirondelles, il faut que je donne le crédit à mon ami et collègue Leslie Capot. Il me parlait un jour de cet intellectuel, je sais plus de quel pays d'Europe du Nord, qui parlait des hirondelles. Et depuis, je trouve que c'est tellement fascinant parce que, dans le fond, c'est comme une théorie du changement qui explique que tu sais, dans un vol d'hirondelles, tu sais jamais qui lead, en fait. C'est comme il y a un moment donné, il y en a un devant, puis après ça se transforme, il y en a un. Fait que moi, je me suis toujours, comme quelle que soit l'échelle, je me vois toujours comme ça. Je pense que oui, il y a des personnes qui ont peut-être un petit peu plus de leadership, de charisme, whatever. Oui, tu sais, on s'entend là-dessus. Mais ces personnes-là ne sont jamais capables de faire la transformation tout seul ou toute seule. Là-dessus. Ouais. Par rapport à ce que tu viens de nommer, mais je pense que c'est important, je souhaite le souligner. Parce que, selon moi, tu viens de donner
une référence assez importante sur c'est quoi le leadership. Mm-hmm. Et que le leadership, c'est pas un acte de charisme où on a une très grande visibilité et où on centralise en fait le savoir et le pouvoir. Jamais. Il peut y avoir ça, mais il peut aussi y avoir justement une danse naturelle avec d'autres êtres. Exact. Sans qu'on sache qui lead, ou des fois on le sait, mais il peut y avoir des rotations. Là, on parle dans des grandes théories de leadership, mais quand j'entends ça, moi, c'est ce que je comprends de ce que tu nommes. C'est que le leadership, c'est collectif et individuel en même temps. Des fois, quelqu'un prend le lead, mais il y a des passes qui se font. Donc là, je comprends la théorie des hirondelles. Complètement. Et puis, tu sais, j'utilise toujours des métaphores, genre de soccer. Tu sais, c'est passement de jambes. Pour moi, c'est ça. Et j'ai beaucoup trop analysé les mouvements sociaux pour tomber dans les travers. Tu sais, la starification. La starification, ce que ça fait, c'est que si la tête tombe, le mouvement peut être détruit. Donc, pour moi, autant dans le milieu antiraciste, donc dans la communauté, dans l'ensemble des acteurs, qui soient aussi antiracistes, juste des institutions, tu sais, qui sont pour le droit de la personne, etc. Donc, de partir avec un réseau d'hirondelles de ce côté-là. Et à l'intérieur, il y a aussi, je veux dire, dans l'administration municipale, il y a énormément de personnes racisées et non racisées qui ont énormément de bonne volonté, mais qui ont peut-être pas toujours l'écoute, ou qui ne sont pas qui sont pas entendus peut-être parfois, ou qui n'ont pas assez de capacité d'influence. Et moi, ce que je souhaiterais, c'est, je souhaiterais devenir inutile, en vrai. Je veux vraiment devenir inutile. Et j'espère, quand on me dit, accélérateur de changement, j'espère que cet accélérateur de changement va juste, tu sais, que ce soit une genre de point de bascule pour que les professionnels puissent ensuite avoir naturellement, tu sais, cette espèce d'aptitude à transformer les choses dans leur quotidien, puis dans leurs équipes, etc. Donc, pour moi, c'est les hirondelles à l'intérieur, les hirondelles à l'extérieur. Puis moi, je vais juste comme rassembler ce monde-là, mais je veux pas nécessairement tout le temps être en visibilité. Non. Moi, je te suis dans la question de relativiser l'impact d'un individu. Et j'aurais tendance à dire, par contre, qu'il y a un paradoxe intéressant entre être utile et de conserver son utilité au service de devenir inutile. Je m'explique. Oui. C'est que tout est fait, là, c'est le contexte de sport, le coaching, la gestion, il y a tout c'est l'action de faire plein de gestes qui visent à ce que les autres aient du pouvoir. Oui. Mais sans abdiquer son propre pouvoir. Donc, quand je t'entends, je suis en partie d'accord. Il y a une partie qui me fait me dire, est-ce que tu veux vraiment être inutile? Parce que si t'es inutile, tu fais quoi, tu sais? C'est là où il y a un paradoxe. Ouais, mais je crois qu'il y a une forme tu sais, il y a une forme d'utilité pendant un temps donné. Tu sais, tu peux être utile dans un certain contexte, tu sais, donc, tu sais, une des autres théories sur laquelle je me base beaucoup, c'est une conversation entre deux philosophes qui est super importante dans toute la conversation antiraciste, en tout cas qui, moi, me semble essentielle dans la conversation antiraciste. Ce sont deux auteurs blancs, donc évidemment, il y a d'autres, je veux dire, il y a d'autres auteurs qui sont aussi essentiels là, mais c'est la conversation entre reconnaissance et redistribution. Donc, c'est une convo entre Axel Honneth et Fraser. Et dans le fond, c'est dans quelle mesure le changement qu'on veut ou la transformation qu'on veut, elle est une quête de reconnaissance. Et dans quelle mesure la transformation qu'on souhaite, elle est une quête de redistribution. Et moi, je fais partie de ceux qui, toujours en bon équilibrage, là, qui disent ni l'un ni l'autre ne suffisent. Les mouvements antiracistes ont exprimé et expriment encore la nécessité de la reconnaissance, mais que la reconnaissance elle-même ne suffit pas. Et que donc, moi personnellement, c'est ce que j'ai essayé, par exemple, de travailler à Montréal-Nord dans tous les espaces dans lesquels j'ai travaillé, c'est de dire, OK, passement de jambes vers tel acteur, demande de financement, ben je la fais pas parce que peut-être que tel autre peut en avoir plus besoin que nous, etc. Donc, tu sais, pour moi, c'est ça, avoir une vision antiraciste, c'est se dire comment on pense autant l'horizontal que le vertical. Et redistribution, c'est aussi des enjeux socio-économiques. L'horizontal que le vertical, peux-tu juste nous donner un peu le contexte, là? Ben, c'est-à-dire que, disons que pour moi, redistribution, c'est vraiment, ça inclut par exemple les enjeux de classe. Et c'est là où une perspective intersectionnelle est intéressante aussi, tu sais, se dire,
oui, par exemple, d'avoir la représentation de telle ou telle communauté, c'est important, ou de telle ou telle personne racisée, c'est important. Mais est-ce que les enjeux et les conditions, en fait, de ceux qui sont les plus vulnérables de cette communauté-là sont portés par cette personne? Et moi, c'est ça qui me... Je veux dire, c'est ça comment dire? C'est ça que je porte. C'est le regard de ces femmes, qu'elles soient par exemple d'origine maghrébine ou haïtienne, qui habitent certains territoires qui sont les plus éloignés. C'est comme cette espèce d'amoncellement, ce qu'on appelle comment on appelle ça chez les féministes, le système, des systèmes d'oppression qui se cumulent pour certaines personnes. Ben, dans le fond, moi, ce que j'essaye de porter, c'est, oui, il faut une représentation, comme du point de vue racial, mais ça nécessite aussi qu'il y ait une meilleure visibilité de l'ensemble des conditions qui sont vécues. Et donc là, on parle de classe, Ce qui est un éloignement, entre autres, de ce qu'on appelle le identity politics, qui est le politique identitaire, de se suffire de dire on veut avoir des personnes exact. De telle origine, des femmes, des personnes qui composent la diversité sexuelle exact. Pour nous représenter. Et ça, c'est pas mauvais. Mais si on fait ça en oubliant ouais. l'importance de considérer que c'est pas juste ton visage ou exact. tes traits identitaires qui comptent, on stérilise un peu la société. Complètement. Ça a été la critique par rapport à Obama, entre autres, ou encore on peut penser à Kamala Harris. Je lui souhaite que ça se passe bien, mais ouais. il y a ce genre de critique-là. Puis c'est pas pour viser ces individus-là, mais c'est des gens que les personnes connaissent pour dire « Ah, wow! » Ou à l'inverse, si je comprends bien, quand on prend comme politicienne, une Alexandria Ocasio-Cortez, elle n'appartient pas à tous les groupes. Mais elle semble porter, en fait, une capacité d'être à l'écoute exact. Et de considérer les luttes de classe, les luttes identitaires, etc., etc. C'est ce que j'entends dans ce que tu nommes. Absolument. C'est absolument ça. Puis, moi, je suis pas non plus de celles et ceux qui sombrent tout de suite dans, tu sais, par exemple, telle personne, tu sais, des fois, dans le milieu antiraciste, on récupère des concepts, puis on les utilise très, très durement, là, tu sais, notamment souvent c'est Malcolm X là qui était comme cité un peu à tort et à travers là, mais donc je ne sombre pas tout de suite dans la critique de c'est une personne qui est là comme tu sais de façade, token, whatever. Tu sais, des fois les personnes ont des intentions qui sont très complexes, qui ont des trajectoires aussi très complexes, fait que je jette pas la pierre. Maintenant, moi ce que je me dis c'est être dans un espace de pouvoir sans l'utiliser comme un espace d'influence. Ben, je veux dire, l'influence, c'est pas juste pour toi, c'est pour un ensemble de personnes qui t'entourent, un ensemble de personnes qui ne vivent peut-être pas les mêmes conditions que toi, tu sais. Moi, je suis consciente que quand je sors dans mon Montréal, j'ai un certain Montréal. Je vis une urbanité montréalaise et que cette urbanité-là, c'est pas la même que Ridolphe qui est à Saint-Léonard ou que Kylian qui est à Montréal-Nord. C'est-à-dire, je le sais. Ridolphe, c'est une personne qui existe pour vrai, qu'on connaît tous les deux et qui est un être merveilleux. On l'appelle El Pastor. Allô, Ridolphe. Allô, Ridolphe. Donc c'est ça, c'est-à-dire que pour moi c'est ça la conscience et la réflexivité. Maintenant, j'espère que quand je ne serai pas, disons, assez consciencieuse dans ma réflexivité et dans ma sensibilité, les gens vont te le dire. Ouais, j'attends ça. Avec respect. J'attends ça avec respect. C'est drôle parce que parlant de qu'est-ce que les gens vont te dire, il y a des politiciens et des commentateurs dans l'espace plus mainstream qui t'ont reproché d'avoir dit que le Québec était une référence pour les suprémacistes blancs. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? D'abord, ce que j'ai à dire, c'est que la phrase a été coupée. La phrase est coupée au moment où en fait, elle est coupée, ce que je dis avant cette phrase-là, c'est, donc, je fais un discours. Dans un discours,
on fait, quand on écrit, on fait une gradation des choses. On donne le contexte, on explique les choses. Fait que déjà, de retirer une phrase pour quelqu'un qui palabre autant que moi et qui écrit autant que moi, c'est un peu chaud là. Mais en tout cas, donc elle est coupée. Donc ce que tu dis, c'est que tu as été prise le premier élément, c'est que tu as été prise hors contexte. Complètement. Ben, c'est-à-dire que, en tout cas, on a voulu couper parce que le contexte est le suivant. Je dis, et le problème, ce sont les groupes d'extrême droite qui visent des citoyens. Elle décrit toute cette phrase, hein. Elle décrit tout ce qui s'est passé la semaine dernière. Qui visent des citoyens qui sont pourtant très actifs dans notre société. Et je dis, faut-il se rappeler que le Québec est devenu une référence pour les suprémacistes du monde entier. Donc, je n'utilise pas suprémaciste blanc, je dis suprémaciste du monde entier. Merci de me le rappeler pour moi-même, oui. Virgule. Et je cite Christchurch. Donc, dans le fond, ils ont coupé et ils ont dit juste, le Québec est devenu une référence pour les suprémacistes du monde entier. Et donc, pour moi, bon, est-ce que je peux dire aussi, vas-y, pour bien qu'on se situe, Christchurch, c'est le tueur de Christchurch en Nouvelle-Zélande, qui a fait un acte terroriste dans une mosquée et qui avait sur son arme écrit le nom d'Alexandre Bissonnette. Donc c'est ça qui s'est produit quand tu parles de... Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, dans ce discours, ce que je dis, c'est... En fait, je fais une citation que je prends d'un article du Soleil. Donc, le Soleil titre... Alexandre Bissonnette a inspiré le tueur de Christchurch. Je crois que c'est ça le titre, là, de mémoire. Peut-être que c'est pas tout à fait exact. Là, en fait, j'ai plusieurs choses à dire là-dessus. Un, c'est très malhonnête d'assigner ou d'imputer à quelqu'un qui se considère comme une intellectuelle et une chercheure une phrase aussi grotesque. Je pense que ça, c'est vraiment super important. Le travail de chercheur et d'intellectuel, c'est toujours d'aller chercher les nuances. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que, bon, apparemment, ce qui m'a été reproché, c'est que j'aurais pu dire Bissonnette est devenue la référence pour. Bon, après, il y a des figures de style en français, je m'excuse de les utiliser. Et on s'entend en passant que quand Céline Dion est rayonnée à l'international, puis on dit le Québec à l'international, il y a personne qui se plaint. Figure de style. C'est ça. Donc, c'est la deuxième chose. C'est-à-dire, j'utilise une figure de style qui, effectivement, rapporte l'acte de Bissonnette. Mais pourquoi? Parce que ça veut dire quelque chose. L'acte de Bissonnette veut dire quelque chose. Et le troisième élément, c'est que on ne peut pas oublier qu'il y a une circulation dans les mouvements qui pensent, en fait, le suprémacisme. Il y a une circulation des discours. Je veux dire, on a quand même eu des manifestations anti-masques avec des drapeaux qui étaient à l'effigie de Trump. Je veux dire, tu sais, il y a une circulation. On s'entend-tu qu'il y a une circulation? Donc moi, ce que j'ai essayé de dire, c'est-à-dire, c'est absolument pas que les Québécois sont des suprémacistes. Et la dernière chose que je dois dire, c'est que c'est probablement une des rares fois que j'ai utilisé ce terme parce que les mots ont un sens. Et pour moi, suprémacisme, c'est un mouvement politique. Et c'est important de le considérer comme un mouvement politique parce que quand le Capitole a été envahi il y a au début de l'année, c'est un mouvement politique qui est entré dans le Capitole. Et je crois qu'il faut remettre dans le relief de ce que ça veut dire. En fait, oui, le racisme, mais le suprémacisme est une politique de domination. Je veux dire, c'est pas... ça veut dire quelque chose. Et la dernière des choses, et ça, je pense que c'est un peu plus inquiétant, c'est que ce sont des mouvements politiques qui sont, par exemple, armés, qui sont... je veux dire, il y a une dangerosité là. Et moi, je dois avouer que quand ça s'est sorti, je me suis demandé si j'avais pas à me questionner en fait sur ma propre sécurité. C'est-à-dire que si ce qu'on rapporte de toi est faux ou approximatif, je peux gérer ça, pas de problème. Mais si c'est ce qui est compris et entendu par tout le monde, ben ça commence à me poser problème. Si ça tombe dans les bras de quelqu'un ou dans la tête de quelqu'un qui est mal intentionné, oui, ça peut être très très problématique. Et moi, je partage ce que tu dis. Je connais pas exactement dans ton quotidien comment tu vis ces situations-là, mais ça fait écho un peu à ce que je me posais comme question par rapport à la chanson Samouraï.
la peur d'agir, mais d'agir quand même, parce que il y a une phrase où Shuriken, il en parle de cette peur-là. Oui. Et ça fait écho avec le Mountaintop de Luther King. Sans se réclamer de ces personnes-là, moi, je sais que dans ma vie, ça m'inquiète quand on dit des choses à mon sujet qui me présentent comme un ennemi public. Mm-hmm. Et il y a des gens qui le font sur les réseaux sociaux, ça arrive. C'est pas que de la célébration. Exact. Exact. C'est ce que j'entends un peu dans ce que tu nommes. Ouais. Il y a dans l'espace public des gens qui sont légitimisés à démoniser. Ouais. Et ça, c'est dans la classe médiatique et c'est dans la classe politique. Moi, c'est ce que je comprends dans ton propos. Oui, je pense que, tu sais, je serais intéressée de voir s'il n'y a pas déjà des gens qui sont en train d'analyser ce qui s'est passé là, parce qu'il y a déjà des sociologues qui travaillent sur ces questions-là, sans dire que je veux être l'objet. Là, c'est pas ça que je dis, mais je crois que c'est toujours intéressant de dire, ok, qu'est-ce que ce remous veut dire, tu sais, comment on l'analyse. Et oui, je pense qu'il y a eu une forme de violence symbolique qui s'est exprimée, symbolique. Seulement, j'espère, parce que il y a quand même notre homme d'État qui a parlé. C'est pas rien là. C'est pas rien. Et d'ailleurs, au moment où cet épisode-là va être diffusé, on va être, si c'est pas le 29 janvier, peut-être un jour avant, qui est donc l'anniversaire de la tuerie de Québec il y a quelques années. Qu'est-ce que tu souhaites dire dans le contexte de cette diffusion-là qui va être contemporaine à cet anniversaire-là qui est assez triste? Je pense que ce qu'on continue de voir, c'est que le racisme tue. Et que en fait, c'est juste pas normal. C'est-à-dire, c'est juste pas normal que Joyce Echaquan soit morte comme toutes les femmes autochtones disparues. C'est pas de l'ordre de l'entendement, en fait. C'est ça que j'ai envie de dire. Désolée, je deviens émotive. Sois pas désolée. Pour moi, le 29 janvier, ça a été c'est une image que je vais utiliser. Évidemment, je veux respecter absolument les familles qui sont, les familles directement touchées, puis les familles des blessés qui continuent encore de vivre les effets de ça. Mais tu sais, comme beaucoup de Québécois, on a pris ça comme une balle dans le cœur. C'est-à-dire que c'est contemporain, en fait. Tu sais, George Floyd, c'était de l'autre côté de la frontière, mais c'est pas si loin, là. C'est la même humanité avec une frontière, oui, administrative, là, mais c'est... en fait, c'est réel. C'est-à-dire, c'est réel, la dignité des gens est touchée. Et les gens continueront de chercher leur dignité. Tu sais, il y a un livre de Ayari qui s'appelle Norman Ayari, qui s'appelle La dignité ou la mort. Mais les gens à la quête de dignité, tu sais, confronteront toujours tous les risques qu'il est possible de prendre, tu sais. Donc moi, le 29 janvier, c'est c'est comme une plaie, mais qu'on doit tous porter collectivement. C'est-à-dire, si on ne pense pas nos plaies collectivement, ça va être tough. Puis je pense que la vague de je me rappellerai toute ma vie. Moi, je venais tout juste d'accoucher, en fait, le 29 janvier. Et je me rappelle que pour moi, ça a été une espèce de désastre mental. C'est-à-dire, j'étais plus capable d'écrire, j'étais plus capable de rien faire. J'ai juste été capable de serrer mon enfant en me disant « Ok, il faut s'accrocher à la vie. » Puis, mais en même temps, il y a eu une vague je me rappelle, de soutien, puis d'amour et d'émotions tellement solidaires, d'entraide, que
j'étais heureuse de retrouver parce que je me dis, mais c'est cette partie-là que j'ai envie de vivre, en fait, dans une société. C'est le moment où, quand on a une crise à traverser, c'est l'entraide sur laquelle on mise. Puis la pandémie nous l'a montré. Il y a une autre théorie aussi qui dit que, dans le fond, dans le monde animal, c'est pas vrai que c'est les animaux les plus forts qui survivent le plus. Ce sont les animaux qui, entre eux, cèdent le plus. Et c'est une théorie, dans le fond, qui s'appelle l'entraide, là. Qui montre que, dans le fond, c'est pas vrai qu'il faut être et c'est pour ça que moi, la starification, puis le leadership unique, whatever, comme j'y crois fuck all, là. Honnêtement, j'y crois fuck all. Je n'aurais pas été, par exemple, dans cette fonction si je savais pas que j'avais l'entourage pour que je puisse prendre des coups et que je puisse, comme dans un match de boxe ou dans une cour de capoeira, là, comme, tu descends. Bref. Et donc, c'est ça, pour moi, le 29 janvier, c'est de réaliser que le racisme continue de tuer, mais que on laissera pas, en fait, cette violence. On peut pas laisser cette violence nous faire taire et nous arrêter de vouloir transformer les choses pour une société égalitaire. J'ai envie de te dire merci. J'ai pas d'autres questions. J'ai vraiment été non seulement stimulé, mais touché par tes propos. Merci beaucoup. Et en guise de remerciement, j'ai pas de questions, mais j'ai un petit cadeau. Donc, c'est un livre qui est intitulé Hood Feminism. Oh! Notes from the Women That a Movement Forgot, écrit par Mickey Kendall. Donc, c'est toute la question du féminisme et comment le féminisme a des angles morts et un féminisme qui est parfois contre-productif. J'ai présumé que le contenu t'intéresse. Certain. Et c'est un livre qui provient de la librairie Racine. Racine, je l'ai vu. Ouais. Oh my God, donc, alors, merci beaucoup. Donc, je vais vous montrer à l'écran. Ceux qui ne connaissent pas la librairie Racine, c'est une librairie qui fait qui a été fondée par une femme extraordinaire qui s'appelle Gabriella Kitté-Garbeau. Et cette librairie-là fait la promotion des ouvrages issus des communautés noires, autochtones, racisées. Ouais. Donc, ça me fait... Je suis très content de t'offrir cette publication. Je l'ai vue, je pense, la semaine dernière, elle a mis la photo. Ouais. Et ça me faisait penser, je voulais l'acheter. Et ça me faisait penser à une autre autrice qui vient de publier un livre qui s'appelle La puissance des mères et qui recontextualise du point de vue féministe, antiraciste, etc., tout le mouvement des mamans dans les banlieues françaises. Fait que je vais essayer de faire toujours le lien. Certainement. Merci beaucoup. Encore merci, puis vraiment... bon succès dans tes fonctions. Merci. Et tu peux compter, je crois, sur plusieurs personnes pour te soutenir et aussi te critiquer quand ce sera le temps. J'espère. Merci. Merci Fabrice. It's a wrap.